l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. En France, on ne rigole pas avec la gastronomie et les règles qui y sont liées. Vin rouge et fromage, champagne et dessert, vin jaune et foie gras. Alors qu'on entend souvent que le vin est avant tout une question de goût, on se retrouve parfois face à des accords mets-vins inflexibles. Les accords mets-vins sont-ils indispensables à la consommation du vin ? Aujourd'hui, un sujet consommation avec Sylvain Dadé. Sylvain, qu'est-ce qu'on entend précisément par accord mets-vins ? Alors l'accord mets et vin, c'est un tout petit peu la tarte à la crème pour introduire notre sujet du jour de la communication du vin et l'aide au choix du vin. En fait, c'est la capacité à marier en fait deux choses qui sont effectivement souvent dans la même chronologie autour du repas, c'est-à-dire la gastronomie et les vins, et à faire en sorte qu'ils trouvent ces vins et cette cuisine un effet synergique. De façon un petit peu simpliste, j'ai souvent, quand on parle d'accords mets et vins, l'image du cartoon Ratatouille qui me vient en tête, où il vient associer fromage et fraise, je crois, et il y a un effet, en fait, on voit la représentation visuelle du goût, montrer à quel point ça crée un effet assez incroyable, en fait, une association qui crée quelque chose de supplémentaire, un supplément d'âme, et la dimension de l'association se fait au bénéfice de l'un et de l'autre, et qui a du coup à la fois sur le goût, la texture, la suavité, globalement l'effet en fait en bouche, quelque chose qui se voit décuplé. De manière un peu triviale, en fait, l'accord mets et vin, c'est l'art de marier des mets en cuisine avec des choix de vin par couleur, par région, par appellation, par producteur. Et est-ce que c'est la clé d'entrée de tout discours vin finalement ? Alors c'est une clé d'entrée effectivement assez incontournable. En tout cas aujourd'hui c'est un peu le canon de la communication dans l'univers du vin. C'est une question qui se pose quasiment systématiquement, hein. C'est-à-dire que nous, en qualité d'agence conseil, marketing et communication, dès qu'on aborde un produit, ça va même d'ailleurs un peu plus loin que les vins, les spiritueux également. C'est une question qui se pose, et qui se pose en fait en lien à une problématique générale cruciale dans cet univers, qui est l'aide au choix. L'aide au choix, puisqu'en fait on est dans un sujet, et c'est ce qui fait tout son intérêt, sa richesse, sa beauté, mais qui est du coup un univers, le vin, extrêmement compliqué, avec une profusion d'offres qui est juste presque démentielle. Enfin, je veux dire que c'est encore une fois la beauté de la chose, mais aussi la grosse difficulté pour le consommateur en bout de ligne quand il se retrouve en fait en contexte de sélection, en contexte d'achat. Favoriser l'acte d'achat pour le consommateur, c'est forcément un sujet d'importance. Et si la problématique de l'accord peut aider au choix, et c'est le cas, c'est forcément un sujet dont on va s'emparer. Et si on regarde en fait de façon un petit peu simple les contextes principaux, en GD, en grande distribution, le consommateur, il va généralement pour faire ses courses alimentaires également. Donc quand il a dans son caddie les produits qu'il va cuisiner, il a une assez bonne vision du coup de ce qu'il y aura dans l'assiette, et du coup la capacité à accorder ce qu'il a dans son caddie en termes de choix de vin est assez logique. Quand le consommateur va chez son caviste, souvent c'est pour une occasion qui peut effectivement embarquer une dimension gastronomique ou une approche food, et c'est d'ailleurs généralement une des questions que le caviste dans l'aide au choix va assez naturellement poser. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir ou ce midi Et puis si on se place du coup dans un contexte CHR ou par exemple restaurant, c'est évidemment le rôle éminent du sommelier que de conseiller son client en termes de choix de vin. Donc c'est effectivement une clé d'entrée assez majeure pour aider au choix.
Et est-ce que c'est très français comme type de règles liées à la gastronomie? C'est une très bonne question. Je dirais que nous sommes un pays historique, producteur de vin, et on sait bien que notre rapport au vin s'inscrit en fait dans un contexte culturel attaché à certaines règles, certains dogmes, enfin, certains rapports général au vin, qui est empreint aussi d'une histoire liée à ses parents, à l'observation qu'on a pu faire, des contextes dans lesquels le vin a pu être consommé. Et c'est vrai que notre art de vivre français, tant envié, nous place certainement dans un rapport où on met une importance peut-être plus forte à créer le plus beau moment. Et je pense que probablement dans un pays comme l'Italie ou l'Espagne, où ils sont historiquement là aussi producteurs de vin, il y a aussi toute une culture et tout un contexte qui effectivement rend cette question tout aussi importante que pour nous Français. De mon observation, c'est probablement plus libéré dans des pays dits du Nouveau Monde pour le vin, en tout cas, l'Australie par exemple, ou les États-Unis, où pour le commun des mortels, c'est pas un sujet. Alors que en France, probablement dans ce lien enfin, plus direct et plus culturel au vin, du coup, on est un peu plus emprunté, un peu plus en difficulté, ou peut-être psychologiquement un peu plus engagé à penser qu'on devrait savoir alors qu'on ne sait pas. Est-ce que ça fonctionne en termes de consommation, ces alliances? Est-ce que ça pousse le consommateur à acheter? Oui, ça fonctionne. C'est incontestable. Nous, ça fait 15 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Et quand je dis que c'est la tarte à la crème, qu'effectivement, c'est un peu de ce ressort-là. On a un peu l'impression que c'est le b.a.-ba et la question la plus basique, mais c'est aussi notre observation, celle qui reçoit effectivement le plus d'attention, parce qu'encore une fois, ça répond vraiment à une question que les consommateurs se posent, surtout dans un contexte où justement il faut au dernier mètre faire un choix le plus informé possible. De notre observation chez un certain nombre de nos clients, les rubriques Accords Mets et Vins des sites internet sont les rubriques les plus consultées. Voilà, vraiment un faisceau de preuves qui démontre à quel point effectivement ça répond en fait à un certain nombre de questions et ça fonctionne. Et pour donner éclairage peut-être un peu plus direct enfin, d'un projet qu'on a pu mener, je citerai le cas de l'enseigne Monoprix. Alors c'est il y a quelques années, on avait fait un projet pilote consistant à équiper les rayons, les caves des magasins Monoprix d'une tablette avec une application Accord Mets et Vins. Hyper intuitive. En 3 clics, la promesse c'était du coup d'avoir une réponse avec ce que j'ai dans mon caddie. Qu'est-ce que vous me conseillez en fait comme type de vin. Et c'est du coup un projet qu'on a testé, enfin, au sens de post-test avec des études qui ont été menées, des enquêtes en rayon, interrogeant du coup les consommateurs, consommatrices sur l'intérêt que présentait la démarche, l'application, l'usage et les retours ont été vraiment extrêmement positif. C'est-à-dire on a vu à quel point, effectivement, le consommateur en rayon, un petit peu perdu, trouvait en fait enfin une réponse à la question qu'il se posait, et avec des taux d'achat qui étaient assez intéressants. En l'occurrence, c'est un projet pilote qui a pas été déployé plus largement en national, parce qu'il y avait des problématiques qui étaient plus lors de la technique, comment gérer en fait une flotte de tablettes en rayon. Donc c'est plus sur l'aspect, je dirais, derrière DSI, système d'information, enfin, puis maintenance. Mais clairement, on a pu éprouver vraiment le bien fondé de la démarche. Est-ce que ce serait pas un peu limitant finalement les accords mets et vins? Alors c'est tout à fait limitant, c'est-à-dire que je considère effectivement que c'est un sujet intéressant et qui aide au choix, et à la fois il y a une dimension qui est peut-être presque un peu dogmatique et qui renvoie même à des schémas simplificateurs, hein, qui sont pas forcément les plus judicieux. Disons que ça concourt parfois aussi à certaines idées reçues, et que ça, dans sa démarche forcément un peu vulgarisatrice, devient un petit peu simpliste, et qui du coup renvoie aussi à un sujet dans son aspect limitant qui est le contexte et le moment de consommation. Et ça, c'est un aspect auquel il faut largement porter son attention. Qui plus est dans un contexte aujourd'hui en termes de tendance de consommation, tendance de société,
justement le repas gastronomique n'est plus vraiment le canon, n'est plus vraiment en fait la règle. On est de plus en plus quand même dans des contextes repas désacralisés, qui sont fractionnés, qui dans certains cas vont plutôt porter vers un apéritif dînatoire. Enfin, du coup, en fait, la dimension food n'a jamais été vraiment la clé d'entrée, en l'occurrence. Et on sait bien, puisque c'est aussi là notre quotidien, et pour l'ensemble de nos clients, qu'il y a un combat essentiel qui est celui, quand on veut exister en tant que marque, qui est de pouvoir potentiellement exister sur un temps fort qui est le moment de l'apéritif, dans lequel, du reste, le vin a trouvé de plus en plus une place par opposition, je dirais, aux spiritueux plus classiques, aux anisés, et dans un contexte qui peut être en plus hors domicile, qui du coup n'a pas de lien direct aucun avec une dimension food, ou alors éventuellement finger food, mais clairement qui est pas sur cette thèse-là en tout cas, et qui renvoie finalement plutôt à d'autres leviers psychologiques, une recherche de rafraîchissement et au profil plus aromatique des vins. Et est-ce que si on sort des accords mets-vins, justement, il pourrait y avoir d'autres clés d'entrée? Oui, assurément, c'est du reste un questionnement que nous portons déjà depuis enfin, quasiment la création de l'agence, qui est d'essayer de trouver du coup d'autres voies de communication, parce que quand on dit que c'est la tarte à la crème, les accords mets et vins, c'est que c'est comme tout le monde en fait, à un moment donné se pose la question, c'est pas sur ce sujet-là souvent qu'on parvient à émerger, c'est nécessaire mais c'est pas forcément suffisant. Donc il faut trouver d'autres voies. C'est des questions qu'on se pose aussi beaucoup en la grande distribution au niveau de l'agencement des rayons. On parlait à l'instant cette notion de profil aromatique, c'est-à-dire sur une perception qui est plus liée là directement au ressort en bouche, enfin à l'effet produit, à l'émotion que ça va générer. Et ça donne lieu du coup à des initiatives qui sont je trouve assez intéressantes dans leur capacité du coup à proposer ou à offrir de nouvelles clés d'entrée, de nouvelles clés de lecture. Sur les moments liés plus à l'expérience, je pense notamment par exemple à l'agencement des linéaires du réseau NISA, qui depuis déjà assez longtemps en fait a organisé son approche vin sur des ressorts qui ramènent plus à des moments de consommation, vin de copain, vin de soif, vin de barbecue, enfin voilà, vendre des moments, projetés en fait des clients en fait sur des moments de consommation pour aider au choix. Et sur cette dimension en fait de profil aromatique, il y a un certain nombre d'initiatives déjà depuis plusieurs années qui ont émergé dans l'objectif d'offrir des typicités qui soient décodables par le consommateur. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est que est-ce que quand on parle d'un vin minéral ou un vin floral ou un vin fruité, c'est quelque chose qui du coup pour le consommateur est bien compris, bien décrypté et en capacité à réellement l'aider dans son choix. Et c'est assez compliqué en fait de ramener sans être non plus trop simpliste les choses dans une forme de catégorisation qui soit véritablement probante. Encore une fois, dans le fait que ça rende un service vraiment en fait au consommateur. Il y a une initiative qui avait été portée il y a quelques années en la matière, j'avais trouvé intéressante, mais je pense qui était peut-être encore un petit peu complexe dans son acception pour les consommateurs, qui était l'initiative de l'enseigne Casino, pour ses MDD, ses marques distributeurs, en l'occurrence, donc sa MDD s'appelle Club des Sommeliers. C'est peut-être encore une des plus grosses MDD de vin en France, donc ça représente quand même beaucoup de volume. Et ils sont du coup essayés à une classification avec des codes couleurs en lien avec des saveurs, des bandes colorées qu'ils mettaient du coup sur les capsules et qui présentaient les vins du coup en catégorie. Donc on avait par exemple sur les rouges léger fruité, souple équilibré, puissant écorsé. Voilà, donc ça on se dit effectivement entre léger fruité et puissant écorsé. Pour un vin rouge, pour un consommateur, c'est probablement quelque chose qu'il arrive quand même un tout petit peu à comprendre, à percevoir. Sur les blancs, on avait du coup sec et léger, rond aromatique, doux et sucré. Et sur les rosés, c'était léger, frais, rond équilibré, doux et fruité. Donc voilà, là on se dit ok, on est sur des marqueurs ou sur des clés de lecture effectivement qui peuvent être comprises.
Est-ce que si on inverse le raisonnement, le vin lui-même peut être la clé d'entrée vers la gastronomie? Oui, absolument. Je pense que du coup, c'est là aussi, alors peut-être un peu plus pour, pour les connaisseurs, pour les vrais amateurs, enfin pour ceux qui ont du coup des vins en cave. Enfin moi, à titre personnel, ça m'arrive très très souvent en fait d'avoir envie d'ouvrir telle ou telle bouteille de tel ou tel vigneron. Par-delà en fait ce que j'ai dans mon frigo ou ce que j'ai dans mes placards. Et en l'occurrence, cette question me renvoie en fait à une initiative qu'on a trouvée très très intéressante, qui est l'initiative d'Enrico Bernardo, qui est un meilleur sommelier du monde, je crois, en 2004, et qui avait lancé il y a quelques années un restaurant à Paris, en ces thème qui s'appelait Il Vino, et qui était autour d'un concept assez simple, en fait, qui consistait à proposer là, du coup, aux clients, en fait, de faire des choix de vin, et ensuite le menu suivait. Et bon, le restaurant a fermé, je crois, fin 2017, pour différentes raisons, mais en tout cas, le concept a hyper bien fonctionné. Et en l'occurrence, moi, pour l'avoir expérimenté à l'époque, j'avais trouvé ça plutôt cool et original, en fait. Et j'aime l'idée, du coup, de pouvoir faire un choix informé de vin et me laisser surprendre par la cuisine qui peut accorder. Et justement, découvrir de nouveaux accords auxquels je n'aurais pas songé. Est-ce que les nouvelles technologies et les algorithmes peuvent apporter quelque chose à la problématique de l'aide au choix? Alors, c'est une question qui fait l'objet depuis longtemps déjà de plusieurs cadres de réflexion et qui a donné lieu à un certain nombre d'initiatives, parce qu'en réalité, et dans le contexte actuel où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'algorithmes, on est effectivement dans cette problématique d'aide au choix. Et en l'occurrence, je voudrais de deux exemples qui me viennent en tête et qui sont du coup deux exemples en émergence au sein de la wine tech en France, qui donc rassemble un certain nombre d'entreprises innovantes et de startups qui travaillent dans des sujets d'innovation et nouvelles technologies autour de l'univers du vin. Il y a une première société, une première startup qui s'appelle Winesea, WINES2E, Winesea, qui a développé une technologie, un algorithme neuroscientifique assez complexe qui du coup fait le travail d'aider à flécher le choix du consommateur en fonction d'un profil gustatif personnel. Et c'est une initiative qui est assez intéressante, qui a été testée en proof of concept dans la foire au vin U en fin d'année dernière, là, en 2020. Ce profil, il se construit sur un certain nombre de réponses à des questions, notamment autour des aliments qu'on aime, des aliments qu'on n'aime pas, et qui apportent en fait des réponses qui sont assez saisissantes, parfois assez intéressantes. Donc je pense faudra regarder effectivement à l'avenir comment ce sujet-là se développe chez Winesea ou chez d'autres. Et puis il y a une autre initiative également chez une startup qui s'appelle Matcha, qui a développé un chatbot. Donc un chatbot, c'est un robot conversationnel qui automatise un certain nombre de réponses à des questions qu'on peut se poser en ligne ou via une application, et qui a fait un certain nombre de proof of concept, notamment chez Monoprix, sur la boutique en ligne de vin Monoprix, qui est assez probant. Et sur le cas de Matcha, en l'occurrence, il y a eu une initiative que j'avais trouvée assez intéressante qui avait été menée, qui était de confronter du coup le chatbot, je crois qu'il s'appelle Magnum, à du coup deux personnalités, en l'espèce Antoine Gerbel et Paz Levinson, qui est la chef sommelière exécutive du groupe PIC. Et on avait soulevé enfin un certain nombre de problématiques, de réponses à des questions. Il y en avait trois, et en fait le chatbot avait été à peu près au rendez-vous, hein. Avait répondu de façon assez intéressante, à peu près au même niveau que ces deux experts. Et sur la troisième question, qui était un tout petit peu plus complexe, qui était autour de l'élaboration d'une carte de vin, il avait même presque supplanté la sommelière. Donc j'avais trouvé que c'était dans cette initiative assez intéressant de constater qu'effectivement il y avait des voies pour que des algorithmes participent à effectivement accélérer, en fait, à automatiser avec un avantage en fait sur le temps de calcul aussi. Vous pouvez rivaliser en fait un tout petit peu
avec l'humain. Ça reste encore assez exploratoire, mais c'est effectivement assez intéressant de se dire que les nouvelles technologies et que l'intelligence artificielle en particulier peut effectivement, avec le temps, aider à apporter des réponses à cette question essentielle qui est quel vin pour moi ? En prenant en compte tous ces éléments, qu'est-ce que vous pensez alors des accords mets-vins ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord ? Les accords mets et vins, ça reste une clé d'entrée absolument incontournable. Enfin, je dirais pour moi, c'est un sujet qui se pose, qui se pose parce qu'il permet tout simplement à un moment donné de quand même resserrer le champ des possibles, de flécher. Et c'est un sujet qui a l'avantage de trouver ces solutions naturelles et humanisées, si on fait abstraction des chatbots et autres intelligences artificielles, par le conseil des cavistes et des sommeliers lors des actes d'achat accompagnés. En revanche, ça pose quand même un problème assez majeur en grande distribution, qui reste quand même un canal d'achat majeur, et où du coup ce sujet peine en fait à exister. Et d'autant plus que la structuration du rayon vin reste encore plutôt assez conservateur, toujours dans un canevas qui est celui des régions, des appellations, enfin voilà, qui est un canevas qui amène une certaine forme de complexité et qui en tout cas ne favorise pas directement l'aide au choix. Et à ce compte-là, gageons qu'effectivement l'hyperconnexion, pénétration des smartphones, toutes les initiatives des applications embarquées vont favoriser, aider ce consommateur en rayon à faire un choix plus informé à l'avenir. Un autre sujet qui nous tient aussi à cœur, qui est les accords mets et spiritueux. Il y a vraiment des choses assez chouettes là aussi à découvrir, et notamment pour sortir un petit peu finalement du classique accord mets à vin. Moi j'ai une émotion très particulière sur un accord whisky et gâteau au chocolat, qui est un très très bel accord que voilà, je vous encourage à tester. En tout cas, j'encourage aussi à voir le repas comme un espace où on peut aussi s'amuser avec les spiritueux. Les accords mets-vins sont donc là pour aiguiller le consommateur qui peut se perdre dans la multitude des propositions du marché. Décloisonner les règles des accords mets-vins, oui, mais surtout pour donner au consommateur les clés, pour qu'il soit en confiance et qu'il décide lui-même, en étant éclairé, ce qu'il souhaite boire aujourd'hui. Un épisode conçu et produit par SoWine, réalisé par le studio Encore. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.